Bonsoir à tous, merci d'être ici ce soir. Alors moi, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, effectivement, c'est en fait comment la digitalisation a un peu changé le domaine du luxe. Comme vous le savez, ça vient bouleverser toutes les industries et du coup, le luxe, lui aussi, finalement, se retrouve un peu bouleversé par tout ça. Et je voudrais faire un focus en fait sur, finalement, comment est-ce que les nouvelles technologies peuvent venir booster la personnalisation. Puisque finalement, la valeur du luxe, quelque part, à la base, c'était de pouvoir offrir à ses clients une expérience vraiment sur mesure, personnalisée, pointue. Et ça, c'était vraiment l'avantage des marques de luxe. Aujourd'hui, vous êtes disrupté par des plateformes digitales telles que Amazon, telles que Alibaba, qui en fait viennent prendre ces parts d'exception grâce à la nouvelle technologie. Et finalement, ce qui est important de voir, et de comprendre, c'est que... Alors, d'accord, ok. Pardon. D'habitude, j'ai la présentation là. Donc, en fait, si vous voyez ici, c'est une sorte de parcours entre sans la technologie et avec la technologie. Et l'idée, c'est que la nouvelle technologie peut vous permettre d'avoir une expérience client qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus facile pour vos clients. Et ça, maintenant, c'est accessible aux marques de mass market et même aux marques premium. Donc, comment est-ce que le luxe peut récupérer sa part d'excellence au niveau du service client? C'est un peu ce que je vais vous montrer ce soir. Donc ce qu'on va voir déjà, c'est que, en fait, finalement, en quoi est-ce que les acteurs du mass market et les acteurs premium font bien et comment ils y arrivent. Donc déjà, il faut le savoir, c'est que Amazon, il est tellement avancé finalement sur la réussite de cette expérience client en ligne, c'est qu'il vend même ses services aux développeurs pour que ça puisse être fait ailleurs. Donc il est tellement avancé que maintenant ça devient même finalement un provider en lui-même. Ce qui se passe aussi, c'est que les plateformes digitales ne se contentent plus du digital, puisque maintenant ils deviennent phygitaux et rachètent des magasins. On le voit à Amazon avec Whole Foods, donc en plus ils rachètent pas n'importe quoi. Et Alibaba, par exemple, avec Starbucks, Air Store. Donc ils investissent aussi le monde physique, et donc ça vient en plus vous prendre encore plus un peu de part à ce niveau-là. Donc rapidement, le petit exemple d'Amazon Go. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Voilà, ça vous montre un petit peu une idée. C'est hyper simplifié, c'est hyper fluide, et ça, en fait, c'est vraiment agréable pour le consommateur qui a vraiment une expérience vraiment différente. Ce qui se passe aussi pour ces fameuses plateformes telles que JD.com et Alibaba, c'est qu'elles viennent développer quelque part pour vous un espace où on vend vos marques. Vous allez me dire, c'est génial, puisque du coup on a une visibilité. Vous venez de dire que finalement tout le monde allait sur ces sites et qu'il y avait de plus en plus de trafic, donc super. Certes, c'est très bien et c'est important d'y être. Toutefois, en termes d'expérience client, c'est pas votre image qui ressort. C'est toujours l'image d'Alibaba et JD.com et d'Amazon, etc. Donc c'est important de rester compétitif sur vos propres sites, sur vos propres plateformes, sur vos propres expériences à vous pour que ça vous revienne à vous en termes d'image. Et on verra un petit peu par la suite comment est-ce que vous pouvez faire ça et comment le luxe va pouvoir se différencier. Alors, c'est là que je vous invite à utiliser l'application Bicast et à prendre vos téléphones. Et donc, selon vous, en 2018, quel est le chiffre d'affaires, le taux de croissance du chiffre d'affaires d'Alibaba? 62%, 41% ou 57%?
Alors, est-ce qu'on est à peu près, je pense que là, tout le monde a à peu près répondu au vu des scores. Ça bouge encore. Est-ce qu'on est bon? Ok, super. Alors, la bonne réponse est 41%. Alors, mais toutefois, vous n'êtes pas complètement en dehors des clous, puisque en fait, l'année passée, Alibaba était plutôt autour des 60%, ce qui est énorme. Donc honnêtement, bravo quand même à ceux qui ont mis 62%. C'est juste qu'avec JD.com et plein d'autres petits acteurs chinois, finalement, leur part régresse un petit peu. Ils restent quand même leaders sur le marché, mais vous voyez, ce sont quand même des taux de croissance qui sont quand même énormes et hyper impressionnants, hein. Donc, la technologie au service de l'hyper-personnalisation, finalement, ça donne quoi pour ces fameuses marques premium, voire mass market? Eh bien, ça donne du Mac, qui a mis un concept store à Shanghai, où là, on cumule intelligence artificielle, chatbot, reconnaissance faciale et impression 3D. C'est-à-dire que vous y allez, ça vous reconnaît au niveau du visage, vous essayez du maquillage, vous faites votre propre, finalement, couleur, et puis vous imprimez en 3D un petit rouge à lèvres fait sur mesure, avec pourquoi pas votre nom dessus, et vous ressortez du magasin. C'est à ça que ça ressemble, et donc, vous imaginez ça sur le luxe que ça peut faire, et comment on va aussi pouvoir le booster. Ça, c'est aussi très connu chez L'Oréal, c'est Skin Consult, où là, on va pouvoir avoir vraiment une personnalisation des conseils au niveau de la peau. Donc ça, c'est aussi juste une application avec un scanner, ça marche très bien. Toujours, donc ici c'est Lancôme, donc on est plus sur du premium, où là on est sur le teint particulier et on peut faire en fait sa propre shade de fond de teint, et ça permet surtout au moment où l'inclusion est quand même extrêmement forte au niveau du maquillage, et bien d'avoir une teinte vraiment personnalisée, un fond de teint personnalisé, et toujours dans des flacons. Et à terme, l'idée ce serait aussi de pouvoir avoir des produits de beauté personnalisés et directement en magasin toujours. Alors un petit exemple pour vous montrer pourquoi est-ce que ça change la donne. On a cette marque KJ qui fait des Koji Pads, donc il y a une 60aine de pads, donc on va dire à 1 pads par jour, ça vous fait 2 mois de produit pour $176, sans compter le prix de l'expédition. Il faut compter de remplir un questionnaire, 7 à 10 jours pour faire le produit, et puis encore le temps de shipment. Donc c'est sympa, c'est cool, vous avez un super produit, mais enfin ça vous coûte quand même très cher, mais c'est pour ça que c'est du luxe, n'est-ce pas ? Et bien seulement, maintenant, Neutrogena, marque de mass market s'il en est, vous propose un scan, juste le temps d'expédition, et vous avez un masque qui est adapté à votre peau, et non pas juste à votre peau, mais aux parties de votre visage. Vous allez avoir un produit différent au niveau des visages. Pour le prix, on n'a pas encore l'information, toutefois je doute qu'on en arrive à $175. Mais voilà un peu pour vous dire comment est-ce que les nouvelles technologies viennent vraiment manger cette part d'exception du luxe. Alors maintenant, j'aimerais quand même vous faire un petit benchmark, parce que les marques de luxe se défendent tout de même, et se défendent plutôt bien. Alors, il y a d'abord le côté un peu simple. On commence par utiliser ses touchpoints, c'est-à-dire son compte Instagram, son compte Pinterest, son site internet. Donc typiquement, on a Burberry qui a réalisé des boards sur Pinterest personnalisés pour mettre en avant du maquillage. Donc la cliente a son petit board personnalisé. C'est pas mal, c'est pas très techno, mais c'est déjà ça. Ensuite, on a Shades of Me. Donc, j'ai coupé intentionnellement le son de la vidéo. Donc là, en fait, on choisit sa couleur de cheveux. Ensuite, donc c'est John Fried. Ensuite, ça va se connecter à votre compte Instagram. Ça va repérer les couleurs et ça va vous proposer des petits conseils make-up, style et bien évidemment pour la couleur, la teinte de vos cheveux en fonction du compte Instagram. Donc c'est plutôt pas mal. Pareil, c'est assez simple. C'est un peu plus technologique que le board Pinterest, on est d'accord ? Donc c'est plutôt chouette. Voilà, et là ça fait le petit vernis, le petit truc qui va bien. On a vu que vous aimiez la nature, c'est cool. Louis Vuitton, lui, propose la personnalisation des chaussures. Donc, j'ai passé assez vite parce qu'on a un timing assez serré. C'est toujours très chouette. Le truc, c'est qu'en fait, Nike, il le fait depuis 2012. Donc, un peu dommage, ils ont depuis 2012 une plateforme qui vous permet de personnaliser vos chaussures de A à Z. Et demain, chez Nike, ça donne ça. C'est pas encore sorti, mais c'est pour bientôt. Voilà.
Donc l'idée, c'est de se dire que pour les marques de luxe, va falloir vraiment injecter des technologies plus fortes, telles que de l'intelligence artificielle, telles que de la reconnaissance faciale, de l'impression 3D. Il va vraiment falloir booster tout ça. Et en plus, vous en avez largement la capacité pour faire en fait quelque part de la technologie, mais de la technologie de luxe. Et c'est ça qui va être intéressant. Et voilà ce que ça peut donner. Alors Yox, c'est une plateforme, je l'entends, mais ils vendent du luxe. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait appel à de l'intelligence artificielle pour créer un private label qui, en fait, eh bien, ça fait une sorte de mini-collection qui n'est pas basée sur les dernières tendances de la Fashion Week, mais qui est vraiment basée sur ce qu'ont aimé les clients, ce que les couleurs les plus sélectionnées, les vêtements les plus sélectionnés. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, pour faire une collection capsule qui pourrait être basée sur le compte Instagram de vos clientes favorites et faire un événement. Exemple typique. Sinon, on a ça avec Watson. Fashion. I figured that if I can make it in fashion, I can make it anywhere. That is why I partnered with Jason Gretsch, a prominent Australian fashion designer, and helped him design these dresses, creating the world's first cognitive couture collection. Watson's allowed us to have more direction. It's allowed us to do things with more confidence. It's allowed us to look at the collection a little bit differently. Using my visual recognition, I analyzed over 500,000 images, including 10 years of runway images from fashion archives and fashion photos from prominent Instagram users. I also studied social sentiment to recommend the necklines and cuts which will trend next year. My insights helped Jason forecast next season's popular colors and styles, and he was able to design a collection of 12 stunning dresses. Donc ça, je passe rapidement parce que pareil, toujours cette histoire de temps. Finalement, ils ont été à la Fashion Week, etc. Donc là, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser de l'IA telle que Watson, qui est quand même une IA assez puissante, pour faire une collection. Naturellement, tout ça ne remplace pas la qualité de la créativité des créateurs, etc. Mais toujours pareil, pourquoi pas une collection capsule, pourquoi pas ce genre de choses, c'est-à-dire venir implémenter dans ce qu'est la culture du luxe plus de technologie pour offrir des expériences nouvelles à vos clients. Un autre exemple, c'est SK2, qui a fait un Smart Store, toujours pareil, reconnaissance faciale, intelligence artificielle, et on l'avait essayé au CES. Voilà ce que ça donne. Donc là, typiquement, en fait, ça analyse votre visage. Donc ça compare à un set de data de votre pays. Bon, là, en l'occurrence, voilà, ça vous donne l'âge de votre peau. Et ensuite, vous allez avoir des conseils personnalisés sur comment améliorer l'état de votre peau, etc. Un dernier exemple au niveau du luxe, alors là on est plutôt dans le travel, puisqu'effectivement le luxe c'est aussi le voyage, où là vous avez un assistant en fait digital, une sorte de concierge digital qui va apprendre de vos préférences et vous proposer la musique que vous aimez le plus, le cours de yoga parfait pour vous, etc. Et ça pendant toute la croisière. Et il y a donc quelque chose d'important, donc c'est Thierry Cheval, directeur général du retail chez L'Oréal, qui finalement nous dit que le luxe c'est aussi la puissance de l'humain. Et c'est là que je voulais en venir en vous disant quel va être l'élément différenciant pour le luxe. Et bien tout simplement le fait que toutes les plateformes digitales, Amazon, etc., Alibaba, ils vont pas pouvoir injecter de l'humain, ça va être trop cher, ça va être trop compliqué. Donc la puissance de l'humain combinée à la technologie, c'est ça qui va vraiment être différenciant pour le luxe, puisque en fait on va pas oublier la conseillère, on ne va pas oublier le one-to-one. Alors, il donne l'exemple de Kiehl's, qui n'est pas une marque de luxe, je conçois, mais il donne quand même cet exemple de la boutique qui propose en fait du conseil de 10 minutes en conseil de one-to-one. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper apprécié des clientes et qui peut tout à fait se reproduire sur une marque encore plus haut de gamme, telle que La Mer ou autre. Et ça, c'est important. Si vous combinez technologie plus humain, vous allez vraiment avoir quelque chose de différenciant par rapport à Alibaba qui n'est capable que de vous fournir le chatbot. Mais pour ça, il faut connaître son client. Alors, pour ce faire, donc là, je ne vais pas vous détailler toutes les technologies. Si vous voulez qu'on en parle plus après l'événement, je vous expliquerai plus en détail tout ce qui est PIM, DAM. Mais ce qu'il faut voir, grosso modo, c'est que ce sont en fait c'est comme une agrégation de
comment fonctionne votre client en ligne. Il va y avoir toutes les photos, tout ça va être agrégé quelque part dans une base de données et vous allez avoir accès très facilement pour comprendre en fait quel est le parcours de votre client, ce qu'il aime le plus, etc. C'est très important de mettre ça en place chez vous. Et aussi, ce qu'il faut se souvenir, c'est que finalement, eh bien, on le sait, tout ça, ça demande de la donnée, ça demande à ce que vos clients partagent leurs données, et ils sont plutôt réticents en général. Donc, il va falloir instaurer une relation de confiance et de transparence avec vos clients pour leur dire finalement, cette donnée que vous partagez avec nous, eh bien, c'est vraiment pour vous servir, et c'est pas pour vous espionner, c'est pas pour vous balancer des spams, de la pub, etc. Il va vraiment falloir être transparent et honnête avec son client de ce côté-là. Et je vous invite à reprendre vos téléphones. Pour répondre à cette question, selon vous, dans le monde, donc de façon très globale, quel pourcentage de consommateurs seraient prêts à partager leurs données pour une expérience personnalisée ? Alors, comme je n'ai pas le décompte sous les yeux, je compte sur la régie pour me dire quand on est bon. C'est bon ? Ok. Donc la réponse, c'est 83%. Donc de façon peut-être un peu surprenante, vous vous rendez compte qu'à partir du moment où on veut une expérience personnalisée, là, tout de suite, il ne s'agit plus d'être face à son banquier. Là, on est vraiment ready à partager sa donnée, ce qui est très intéressant pour vous dans cette relation, comme je disais, de confiance et de transparence. N'oubliez pas un très rapide rappel de bien faire attention aux dernières lois RGPD pour être quand même bien en accord avec tout ça. Et donc, eh bien, alors là, je vous donne un petit exemple de l'assurance, parce que pour booster en fait cette connaissance client, il y a des choses qui se font. Les assureurs en fait s'équipent d'intelligence artificielle pour avoir toutes leurs données sur leurs clients, qui sont en fait accessibles très rapidement. C'est un peu comme booster votre capacité de mémoire en fait. Donc ça pourrait aussi très bien s'appliquer au luxe, et ça permet en fait aux assureurs de proposer des offres ultra personnalisées dans les bons temps. Donc voilà. Autre chose avec Algolia. They type the exact same keyword in your search bar. Depending on their backgrounds, interest, and taste, they are very likely to expect completely different results. This, unfortunately, is unsolvable with a monolithic ranking strategy. Your users deserve a more personal approach, content that is right for them, like they're used to on Netflix, Amazon, or Google. And that's precisely why we've developed our new search personalization feature, so that you can achieve the same with your product. Personalization allows you to tailor what content individual users will be served based on their preferences and previous behaviors on your app or website, making those results closer to their expectations and in turn increasing engagement and driving conversion rates. Donc voilà, ça c'est un search engine qui peut être intégré sur vos sites, et quand quelqu'un va chercher un vêtement, etc., et il va avoir des réponses qui sont vraiment plus ajustées à ce qu'ils ont aimé avant. Donc c'est une sorte de recherche à l'intérieur du site qui est personnalisée. Donc ça c'est aussi facile à implémenter. Et bientôt, alors là vous allez certainement me demander quel est le lien, mais je vous laisse regarder. Vous avez ce petit collier, enfin ce petit boîtier que vous mettez sur le collier de votre chien. Et quand il rentre dans la boutique, on sait ce qu'il aime, quelles sont les friandises qu'il aime. On l'accueille. On sait tout de lui et c'est génial. Vous allez me dire, entre les croquettes, etc., on est quand même bien loin du luxe, je vous l'accorde. Mais en fait, imaginez. Un événement, vous avez préparé vos clients, on est toujours dans cette idée de transparence. Vous leur offrez un petit bracelet, je sais pas, en argent, en or, on sait pas, ça dépend. Et dedans, c'est un bracelet connecté. Et puis, je sais pas, vous leur avez demandé de rentrer quel était leur cocktail préféré, s'ils étaient véganes, simplement végétariens, s'ils mangeaient de tout. Et puis que quand ils arrivent à l'événement, pour une collection capsule faite grâce à de l'intelligence artificielle, on vienne avec leur cocktail favori, on leur donne le catalogue de la fringue qu'ils ont le plus aimé. Bref, grâce à quelque chose de genre, mais plus adapté à l'humain, vous pouvez avoir un événement qui est ultra personnalisé, où on a injecté de la technologie, mais on a toujours de l'humain et qui est réellement différenciant, et quelque chose sur lequel, je pense, Alibaba n'ira pas.
Et alors je vous dis ça pourquoi ? Parce que finalement à Séoul, alors ça c'est pas exactement de la personnalisation parce qu'on est plus sur de la segmentation, mais ils ont déjà en fait des panneaux qui, en fonction de la personne, vont afficher des pubs qui finalement s'adressent plus, à tel ou tel segment de personnes. Donc c'est pas exactement de la personnalisation, mais on s'en approche. Et on pourrait imaginer ça dans des boutiques plus tard en fait. Alors là, comme on va être très juste sur le temps, je vous fais un très très rapide petit point sur quelques technos qui ne sont pas de la personnalisation, mais qui sont juste pour vous donner un peu d'inspiration. On va pouvoir avoir avec les voitures automatiques des mini-magasins ou des mini-centres de massage, mettons, des choses comme ça, qui vont pouvoir vous amener au boulot. Vous allez pouvoir faire du mini-shopping. Ça peut être intéressant avec la voiture autonome, pardon. Alors là, j'ai passé comme ça. Donc là, c'était, vous savez, l'intelligence artificielle de Google, deux IA qui peuvent s'appeler entre elles. Imaginez dans un hôtel de luxe, vous avez moins besoin d'avoir des gens 24 heures sur 24. C'est l'IA qui appelle pour faire une réservation de salle, pour s'amener le petit déjeuner au lit. Il y a la livraison avec Continental, donc là je passe aussi, mais vous avez des robots qui vous les portent, qui peuvent livrer. Et le drone de chez GD, donc là c'est de la livraison par drone, qui a encore un coût, mais la question c'est pour un service de luxe, alors ils peuvent se le payer. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel pour ton éclairage. Nous allons tout de suite passer à la deuxième session de la soirée. J'invite tout de suite à venir me rejoindre Pascal Malotti, Business Development et Strategy Director de chez Valtech. Merci bien. Le retour est... Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas venu vous présenter des tendances, parce que je pense qu'on vient d'en avoir. Et deuxièmement, je pense que vous êtes plutôt avertis sur votre marché. Je suis plutôt venu vous partager quelques convictions qu'on a chez Valtech sur le sujet du luxe. Alors, on travaille énormément pour des marques de luxe, mais plutôt sur l'implémentation de plateformes. On a parlé de PIM, de DAM, de briques de e-commerce. Ça tombe bien, je n'ai pas le droit de les citer, les marques, donc comme ça, vous devrez me croire sur parole. Alors, je ne sais pas si c'est le bon sens ou... Voilà. Je passe, c'est surtout pour vous dire en effet qu'on est dans une phase de mutation. On reviendra sur cette expérience qui a été menée par Cartier un peu plus tard. Vous l'avez compris, hein, on est passé de la marque au produit, du produit à l'expérience. On est dans une forme de syncrétisme aujourd'hui. On avance. Et finalement, il y a plein de choses qui sont en train d'impacter le monde et on ne sait plus trop bien quelle définition donner au luxe. C'est-à-dire que en réalité, on a la multiplication des nouvelles valeurs d'engagement par les millennials, notamment. On a la multiplication de nouvelles plateformes digitales et des services qui y sont associés. On a aussi la multiplication des nouveaux modes de consommation qui sont poussés très souvent par la sharing economy. Et enfin, on a l'explosion des touchpoints. Et on pourrait se dire que face à cela, ça n'impacte pas véritablement les marques de luxe, mais en fait, ça les impacte un peu. Résultat, jusqu'à maintenant, on pouvait se dire que quand on était dans son expérience du luxe, en tant que consommateur, c'était la fameuse phrase de Jacques Séguéla, si t'as pas une Rolex avant 50 ans, t'es juste un raté. Aujourd'hui, résultat, on peut s'offrir une Rolex quand on veut, il suffit juste de la réserver, de la louer. On peut aussi avoir une robe Chanel, qui a une valeur de 2500 €, mais vous allez pouvoir la louer pour 90 € sur les cachotières, tout ça même pendant plusieurs jours. Donc vous le comprenez, on a véritablement des modes de consommation et des modes d'acceptation par le consommateur de l'accès au luxe qui est assez différent de ce que l'on a pu connaître par le passé. Et résultat, on est rentré dans un monde composite. Dans un monde où finalement, quand on est sur Instagram, on ne dit plus qu'on aime quelque chose à la folie, on est juste en train de dire que l'on aime un peu de ci, un peu de ça, on est très ish finalement dans le monde d'aujourd'hui. Et donc par rapport à cela, eh bien, finalement les marques de luxe elles-mêmes doivent s'adapter à cette composition du monde qui est assez différente. Et dans le même temps, ben voilà, tout à l'heure j'en ai parlé, on passe d'un monde de la possession à un monde de l'immersion. On passe d'un monde où, encore une fois, jusqu'il y a quelques années, posséder une Rolex, c'était très statutaire. Aujourd'hui, on va dire, et vous le savez, sur certains trimestres, Apple a été capable de vendre plus de montres avec son Apple Watch, le tout en 4 ans, que toute l'industrie de la montre suisse.
De la même façon, il y a quelques années, quand on était un cadra, le signe de réussite, c'était d'avoir une Audi. Et aujourd'hui, le signe de réussite, finalement, c'est de prendre un Uber. Voilà, dans le monde urbain. Et ça répond à des valeurs de responsabilité qui sont plus importantes. Et il a fallu près d'un siècle, finalement, pour que Uber disrupte les taxis. Et en moins de 5 ans, Uber est disrupté par les trottinettes électriques. Ce qui fait qu'on a été dans un monde de la marque. Alors, je ne suis pas en train de dire que les marques n'ont plus de valeur. Sinon, le phénomène Apple n'existerait pas. On est passé à un monde du produit. Et demain, on sera un monde de l'expérience. Ou plutôt, finalement, on sera un monde de syncrétisme et de symbiose où il faudra marier harmonieusement la marque, le produit et l'expérience. Ce qui fait que, comme vous le voyez, hier, il fallait être statutaire. Aujourd'hui, il faut être expérientiel. Il fallait être élitiste. Maintenant, il faut être différenciant. Il fallait être matériel. Maintenant, il faut montrer des valeurs humaines. Il fallait être déraisonnable. Maintenant, il faut montrer de l'engagement. Il fallait être dans le contrôle, maintenant il faut plutôt être dans l'affirmation de soi. Et oui, on est dans le monde des selfies. Individualiste, non, montrer de la responsabilité. Ou bien faire de l'autocratisme, non, participatif. Et oui, même le patron de Chanel est décédé. Et avoir de la fierté, non, maintenant on est instagrammable. Résultat, la marque de luxe ne peut plus se satisfaire finalement de travailler sa seule base sur des valeurs démographiques ou bien sur des valeurs de revenus. Il faut être capable de créer demain donc des valeurs d'engagement, on va dire, qui vont justement être en accord avec les valeurs de cette marque. Et pour ça, il faut connaître de manière beaucoup plus granulaire les consommateurs avec lesquels on va engager, surtout que, autre problème, demain, un consommateur sur 2 sera un millennial. Donc là, véritablement, la transformation sera au bout d'un cycle. Ce qui fait que, vous le voyez ici, Gucci, alors il n'y a pas grand-chose de digital, mais à la rigueur, on s'en fout, la part relative du digital elle est plus ou moins importante. Ici, c'est un lieu d'expérience, c'est un concept store, c'est un restaurant, c'est un musée, ce sont des événements, des soirées, avec un hashtag, évidemment. Vous le voyez, c'est le Gucci Garden. Et donc, on crée comme ça des valeurs d'engagement qui sont en accord avec les valeurs de marque et qui, évidemment, vont donner la perception à l'utilisateur qu'il est spécial. Alors, jusqu'à maintenant, avoir un produit de luxe, on renvoyait une image de soi qui était spéciale à autrui. On va dire c'était presque un phénomène statutaire. C'était pas presque, c'était un phénomène statutaire. Aujourd'hui, être spécial, ça doit partir de soi. Se sentir spécial par l'expérience que l'on vit. Et on le voit, c'est très amusant ici parce qu'on est totalement dans ce syncrétisme, vous voyez, donc c'est de la nourriture, hein. C'est pas en train d'ouvrir un bijou. On recrée par contre tout le mimétisme de la cérémonie d'ouverture d'un bijou, d'ailleurs, on voit les doigts de cette personne qui semble être véritablement criblée de bijoux, mais néanmoins, tout ça pour dire que on crée comme ça des expériences qui sont aux confins de tendances sociétales, le food porn sur Instagram, premier sujet de conversation, et le métier du luxe qui est la joaillerie. Ça bien passé, pardon. Voilà. Là aussi, alors Gucci qui crée le Art Labs, bon, vous voyez, vous avez les chiffres, ça permet de prototyper, d'échantillonner, de faire des tests spécifiques, du développement de matière, de forme. En réalité, l'objectif, c'est d'accélérer la digestion des insights des consommateurs et aussi de mettre en valeur l'ensemble des touchpoints et de travailler ce qu'on appelle le direct consumer. C'est l'une des vraies tendances du moment. Alors, dans le monde du luxe, on a un avantage à l'ère du digital, c'est qu'on a une intégration verticale. C'est-à-dire que l'on possède déjà son réseau de distribution. Il y a tellement de marques aujourd'hui qui sont coupées de leurs utilisateurs parce que finalement, elles ont un distributeur entre elles et le consommateur final. Les marques de luxe ont et possèdent leur propre réseau de distribution, souvent un réseau mondialisé, c'est un autre avantage. Néanmoins, aujourd'hui, la nécessité d'augmenter la part du direct-to-consumer, donc la part du e-commerce par rapport au magasin, est impérieuse pour les marques de luxe. De la même façon, quand on parle de personnalisation, alors on n'a toujours pas trouvé le moyen d'offrir une coupe de champagne à un utilisateur qui a acheté un produit Louis Vuitton en ligne. Non.
Par contre, on peut offrir des expériences qui sont des expériences personnalisées, sensorielles et fantasmatiques. Et on le voit, hein, on a les fameuses recettes de cuisine, Quand on parle de contenu, ben oui, c'est du ciblage, oui, c'est de la pub sur Instagram principalement, et c'est de la curation. Plus personne ne croit véritablement à l'organique, dans le monde d'aujourd'hui hyper concurrentiel. Et quand on est dans la logique des produits, on travaille plutôt sa segmentation marketing, on travaille plutôt l'identification des insights, et il y a plein de moyens d'identifier les insights dans le monde d'aujourd'hui. On peut travailler la co-création, un sujet évidemment qui n'est pas encore ouvert au monde des marques de luxe, et puis évidemment un go-to-market qui doit être, on va dire, le plus agressif possible et embrasser le plus de touchpoints possible. Ce qui fait que on en arrive évidemment à des dynamiques de personnalisation qui impactent directement le magasin physique avec des expériences sur mesure. C'était précédemment dit, très bien dit. Donc là, vous avez par exemple, alors on pourrait dire que Mercedes n'est pas une marque de luxe, c'est une marque premium, mais néanmoins, on a des expériences qui permettent de faire vivre aux futurs acheteurs de la voiture, on va dire une expérience spécifique et qui va lui permettre de recréer, on va dire, toute l'émotion sensorielle et physique du prochain possesseur d'un véhicule. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la personnalisation omnicanal, elle permet de résoudre un autre problème fondamental des marques de luxe, elle permet de résoudre le phénomène de la mondialisation, c'est-à-dire la capacité à s'adresser différemment selon que l'on s'adresse à sa clientèle traditionnelle, un peu âgée et vieillissante, on va dire, et puis à la clientèle chinoise qui a 20 ans. Puisque on a la capacité, grâce à l'analytique, grâce à la data et grâce à la data science, de pouvoir finalement adresser le bon message à la bonne personne. Donc, ça signifie que finalement, vous allez pouvoir offrir des expériences qui sont certes personnalisées, mais très segmentées, qui ne vont pas faire peur à la clientèle traditionnelle et qui ne feront pas peur non plus à la clientèle occidentale, quand on s'attaque, par exemple, ici, comme c'est le cas, à une clientèle chinoise, où vous le voyez, on est en train d'acheter un sac Dior en 3 clics, ou en 3 touches, on va dire. Je ne suis pas certain que le consommateur traditionnel d'une marque de luxe souhaiterait vivre une telle cérémonie de vente. Alors, un autre élément sur lequel les marques de luxe ont dû évidemment énormément s'amender, c'est la logique de contrôle, le contrôle du message. Là, vous avez Jeffree Star. Alors, Jeffree Star, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Alors, c'est un influenceur sur YouTube. Il a 14 millions d'abonnés à sa chaîne. Et à l'époque, il avait été approché par la marque Chanel, ou il avait approché la marque Chanel, on ne sait pas trop, pour pouvoir travailler ensemble. Évidemment, Chanel avait été un peu timoré à l'idée de travailler avec lui, en se disant que, on va dire, vous voyez le personnage, un côté non-genré, androgyne, un peu spécifique, atypique, on va dire. Donc, c'était peut-être dangereux que de travailler avec lui. Et donc, il a fait une vidéo. Alors, je ne sais pas si on va la voir. C'est dommage. Où, en fait, il découpe un sac Chanel dans une vidéo. Donc, j'imagine que chez Chanel, ils ont dû un peu s'étrangler. Et la fin de l'histoire, c'est que derrière, en réalité, Gucci lui a envoyé plein de sacs et il a travaillé avec Gucci. Vous voyez, le malheur des uns fait l'opportunité des autres. Mais tout ça pour dire que quand vous travaillez, on va dire, avec dans une dynamique où vous vous dites que vous allez finalement cibler les millennials, le meilleur moyen de cibler les millennials, c'est de travailler, de passer d'une proposition de contrôle à une proposition d'influence dans laquelle finalement les marques de luxe ne vont pas simplement mettre en avant la qualité de leurs produits, ça c'est un acquis, mais plutôt faire preuve de fun, d'extravagance et d'engagement. Néanmoins, voilà, campagne de pub à Londres qui vient pour la fête des mères récente. Alors, ce n'est pas du digital, mais néanmoins, on voit bien qu'il y a quand même une façon de s'exprimer qui est beaucoup plus détendue que les codes classiques de ce que l'on pourrait penser chez Chanel. On va terminer cette présentation pour dire que oui, la technologie est importante, ça a été dit précédemment, et la technologie, finalement,
si elle s'accorde avec les bonnes propositions de valeur, c'est ce qui va permettre, encore une fois, de créer des expériences personnalisées et différenciantes. Alors, on va voir quelques exemples. Là, ici, c'est pas complètement lié au luxe, mais c'est encore une fois, c'est une initiative, une orientation. Donc, c'était le directeur de création de Facebook qui a présenté une représentation de la réalité virtuelle, de toutes les œuvres de Dali. Donc on voit quand même une certaine recherche esthétique dans le travail. Et à droite, vous avez une citation du CMO de Samsung au Festival de Cannes qui indiquait que finalement, il fallait être capable d'utiliser ces outils pour remettre en harmonie la créativité et la technologie. On a l'impression d'entendre Steve Jobs. Une autre expérience, alors pour le lancement de la Santos par Cartier, la montre, en novembre 2018. Alors je vais peut-être passer, parce que le film dure plusieurs minutes, mais on vous crée là aussi une initiative expérientielle où vous êtes immergé dans le Paris du siècle dernier, au début du siècle dernier, et vous allez avoir des logiques de gamification. Donc là aussi, et c'est très intéressant parce que finalement, on retrouve la symbiose parfaite d'une marque de luxe qui est censée jouer de la tradition, de son histoire et embrasser la modernité. Vous voyez, donc là il faut tirer dans des cibles. Encore une fois, on introduit la notion de fun. Le blockchain aussi, qui est très intéressant. Parce que, alors le blockchain, très souvent les gens ne savent pas ce que c'est, on ne comprend pas, mais c'est très simple, c'est juste un principe c'est un registre qui va enregistrer des informations de manière synchronisée et distribuée, ce qui fait que, alors là vous avez une citation du Chief Artistic Officer de Tiffany, mais la blockchain peut aussi introduire un storytelling, comme je vais vous le montrer plus tard. Néanmoins, la blockchain, elle introduit un élément très important qui est lié à l'authenticité du produit, à sa traçabilité, donc à la confiance que vous créez entre l'utilisateur final et le revendeur, le vendeur du produit. Ici, donc, vous avez une start-up, Taylor & Art, qui utilise une technologie pour tracer depuis la mine jusqu'au consommateur final, finalement, les bijoux qui sont vendus. Les diamants qui sont vendus, c'est plus que des bijoux, d'ailleurs, ce sont des diamants. Et donc, ça signifie là aussi que la technologie peut être au service, finalement, d'un produit de luxe. Et là, vous avez, alors c'est une marque premium, je ne prétendrai pas vous vendre ce qui n'est pas le cas, c'est pas une marque de luxe, mais néanmoins, on utilise, c'est ce que vous indiquez, au-dessus d'attributs qui sont consignés par la blockchain, donc qui sont renseignés par la blockchain, comme vous le voyez, l'utilisation que l'on fait finalement du partage de la profitabilité avec les artisans. On y inscrit un storytelling au-dessus pour narrer finalement l'histoire du produit depuis la conception, la création jusqu'à la distribution et la possession par l'utilisateur, par le consommateur final. Alors le dernier message que je voudrais vous passer, alors voilà, vous êtes au banquet de Cléopâtre qui avait invité Marc Aurèle et qui souhaitait véritablement l'impressionner. Et donc pour ce banquet, elle a pris l'une de ses perles, les plus grosses perles de l'époque, qu'elle avait à son oreille, et elle l'a mis dans un verre de vinaigre. Elle a laissé donc la perle se dissoudre dans le vinaigre et ensuite elle en a bu le breuvage. Voilà, simplement pour vous dire que finalement, en tant que marque de luxe, demain, vous allez devoir oser ce type d'expérience, faire preuve finalement d'imagination, d'audace et aussi s'ouvrir à l'écosystème. Aujourd'hui, je pense que d'autres segments, d'autres secteurs d'activité le montrent. Les marques de luxe ne peuvent plus vivre repliées sur elles-mêmes. Elles vont devoir faire appel aussi à l'écosystème de l'open innovation ou bien de l'open data. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Merci bien. Merci beaucoup Pascal. Avez-vous des questions à lui poser? N'hésitez pas, c'est le moment de poser vos questions, on a un temps dédié pour ça. Personne? Bon. Merci beaucoup Pascal. Merci. On va maintenant passer à la troisième session de la soirée. J'invite tout de suite à me rejoindre sur scène Maria Rosaria Marguglio, Global Shopper Manager de chez Guerlain.
Suomi Park Fujiwara, fondatrice et CEO de Prestigious. Et enfin, Frédéric Lefray, directeur de développement chez IBCBS. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors, on vient de voir que la personnalisation était extrêmement importante dans le luxe et on va avoir un petit focus sur le consommateur chinois. On en parle beaucoup du consommateur chinois, il représente énormément. Et pour Guerlain, alors, le consommateur chinois, consommateur comme un autre ? Pas vraiment, mais aujourd'hui, disons que toute entreprise travaillant dans les secteurs du luxe ne peut plus vraiment se permettre le choix de ne pas travailler sur cette clientèle-là. Aujourd'hui, cette clientèle est tellement importante, non seulement en termes de taille, parce que c'est une taille quand même énorme, et donc en conséquence, un chiffre d'affaires qui est vraiment très important, mais aussi pour tout ce qui concerne les tendances. Aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple du soin. La cliente chinoise a une routine de soins qui est beaucoup plus sophistiquée et complexe que la routine de soins que nous avons en Occident. Et donc, du coup, les marques de luxe en cosmétique, elles vont vraiment aussi puiser dans cette connaissance soins qu'il y a à la Chine pour créer ces produits. Et aujourd'hui, donc, le client chinois, par exemple pour Guerlain, il y a une histoire avec la Chine qui remonte à 1929 déjà. Donc, je pense que ce lien entre Guerlain et la Chine peut être décliné surtout en quatre points principaux. Donc, l'inspiration. Dans ce cas de 1929, c'était plutôt sur le parfum Liu, créé par Jacques Guerlain. Après, un deuxième point, un lien culturel et artistique. Donc, Guerlain est mécénat de Ishuba. Ishuba est une maison d'artistes, donc une véritable villa Médicis, donc au cœur de Pékin, où les artistes occidentaux peuvent aller pour s'immerger vraiment dans la culture chinoise et a vraiment comme but final vraiment le renforcement des liens entre la France et la Chine. Et après encore, il y a un engagement environnemental avec Guerlain a fait créer un orchidarium avec 3 points principaux, donc un laboratoire scientifique à Strasbourg, un jardin expérimental à Genève et à Tianzi, donc dans le Yunnan en Chine. Guerlain s'est engagé à la réforestation des orchidées dans les milieux naturels, donc il y a vraiment un lien très fort avec la Chine. Et après, un dernier point, bien sûr, le lien business, donc dont on va parler un peu plus aujourd'hui. Le lien business est très important parce que pour la première fois, Guerlain a été une marque française, donc très française, mais aujourd'hui, la Chine est en train de devenir le premier marché et pour nous, c'est un changement. Donc pour Guerlain, c'est un changement vraiment de taille très importante. Maintenant, si on prend plus de hauteur pour voir un peu la globalité du marché chinois dans la cosmétique et dans le luxe, est-ce que vous pouvez passer la slide chiffres, s'il vous plaît? Merci. Donc voilà, si vous regardez d'abord le graphique de droite, du coup vous voyez qu'en 2007, c'est les chiffres de Bain, du coup, les Chinois représentent donc 32% de chiffre d'affaires du luxe. C'est quand même déjà énorme et à horizon 2025, les prévisions portent les Chinois à 46% du marché du luxe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour une marque de luxe, de se priver d'investir dans la connaissance de ces marchés, d'investir vraiment dans ces marchés, ça veut dire à horizon 5-6 ans de se priver de 50%, donc de presque moitié du marché du luxe. Et après, je vous invite à regarder donc le graphique plutôt de gauche, et vous allez voir en fait que si on regarde les chiffres, pas par nationalité d'achat, mais par endroit géographique, vous voyez que la Chine représente que 8% des achats de luxe mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a quand même une grosse différence entre 32% et 8%. Cela veut dire que les Chinois n'achètent pas que en Chine, le marque de luxe. Et les achètent surtout aussi dans des grosses capitales comme Londres, Milan, bien sûr Paris, bien sûr Tokyo. Et en fait, donc, si on veut vraiment se concentrer sur ce marché chinois, et bien sûr, aussi bien sûr avec de la personnalisation qui va dans le produit, mais aussi dans le service et l'expérience client, il faut vraiment considérer non seulement le marché en Chine, parce que je suppose que la plupart des marques de luxe aujourd'hui ont des filiales en Chine, et donc il faut vraiment bien s'entourer des personnes qui connaissent ce marché ici au siège, et bien sûr aussi dans les filiales, avoir des personnes qui comprennent bien aussi la culture aussi du siège, donc des marques,
pour qu'il y ait pas de gap de communication entre les deux, pour pouvoir proposer aux clients des produits adaptés et un service et une expérience client qui est vraiment adaptée. Et en plus de ça, il faut aussi, dans les cas échéants, vraiment, il ne faut pas hésiter à aller vers des entreprises qui sont spécialisées là-dessus, donc des consultants, ou des cabinets de conseil, ou des agences de communication, pour éviter, par exemple, des campagnes qui tournent, je ne citerai pas la marque, mais qui peuvent tourner au cauchemar et bloquer les portes, du coup, d'un marché si important. Et après, vous vous demandez, oui, ok, on a une filiale en Chine, on a une communication, mais comment vraiment on peut s'adresser à cette clientèle-là pour que ça génère vraiment du business et que ça soit aussi dans la durée, c'est pas juste un one-shot. Aujourd'hui, ce que je peux, entre guillemets, vous conseiller, c'est tout d'abord de comprendre cette clientèle-là. Pas juste dire oui, on va en Chine, c'est très simple, mais c'est pas si simple que ça, parce que les habitudes de consommation sont vraiment différentes, les clients sont différents. Ce que je vous conseille aussi, c'est aussi d'avoir la bonne offre au bon moment et au bon endroit, parce que vous ne vous adressez pas de la même façon à un client chinois qui achète en Chine versus un client chinois qui vous voulez entre guillemets, envoyer vers vos boutiques sur Paris, Londres, Milan, etc. Vous n'allez pas communiquer sur les mêmes plateformes, vous n'allez pas faire les mêmes offres, et donc vraiment, il faut bien cibler sa clientèle. Et après, un dernier point, il y a aussi l'utilisation des KOL, donc les Key Opinion Leaders, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence entre les KOL chinoises et les influenceuses blogueuses internationales, parce que, en fait, la grande différence, c'est la confiance. Les followers des comptes donc WeChat, Weibo en Chine font vraiment confiance à leurs KOL, donc aux KOL qui suivent. Et donc les retours sur investissement, donc le ROI, est beaucoup plus important quand vous investissez dans une KOL chinoise que quand vous investissez dans une influenceuse internationale. Merci. Alors Xiaomi, quand on a donc des consommateurs chinois qui se déplacent et qui ont forcément un peu d'argent, comment ça se passe alors pour accompagner ces consommateurs chinois pour aller dans des destinations de luxe? D'abord, ça se passe bien. Merci. En général, nos clientèles sont très haut de gamme, dont nous avons leurs informations. Nous travaillons surtout à travers les différentes informations. Notre différenciation par rapport à les autres agences de voyage serait les informations sur nos produits et les informations sur nos clients. Combiné aux deux, avec nos outils technologiques et digitaux, ça permet de faire une présélection qui soit efficace et qui apporte de meilleures satisfactions chez les clients. Il est vrai que chez les Asiatiques et chez les Chinois, nous aimons, il y a un côté très pragmatique, on cherche quelque chose, mais on le boot assez rapidement et tout de suite. C'est quelque part une caractéristique chez les clients de luxe, mais particulièrement plus chez les Asiatiques. Du coup, le fait d'être aussi efficace apporte une satisfaction et une clientèle qui revienne. C'est aussi très important pour moi d'avoir d'abord un expérience de produit qui soit exceptionnelle, puisqu'on cherche à attirer les clientèles de luxe, mais également l'expérience de l'utilisation et la fin. Parce qu'on a souvent tendance à oublier qu'au moment d'achat, tout est fait. Non, au contraire, c'est à partir de ce moment que le voyage commence, et surtout le voyage en fait de l'utilisation d'un produit, et ça permet justement de fidéliser nos clients. Merci. Alors, comme je dis à mes étudiants sur le campus, que la conversion se fait généralement avec l'humain, et que le digital, c'est fantastique, mais qu'au dernier moment, on a un facteur qui parfois peut être défaillant, qui est l'humain. Et donc, comment vous gérez ça avec le partenariat que vous avez fait avec le BHV ? Alors, en général, comment on gère ça? Il faut que, surtout dans le luxe, en général, pour tout type de produits, il faut que quand le client arrive dans un magasin, ou que ce soit aussi sur Internet, à travers le digital, il faut que la promesse soit maintenue pour que le client soit satisfait. Donc, ça passe par plusieurs choses. Donc, il y a déjà la promesse, bien travailler sa promesse. Donc, qu'est-ce qu'on veut délivrer en termes de produits? Qu'est-ce qu'on veut délivrer en termes d'expérience client et de services clients une fois sur place? Donc, il y a cette partie-là qui est très importante, à bien travailler. Et après, il y a aussi la formation du conseiller de vente. Parce qu'en fait, il faut que dans toute la chaîne, en amont et en aval, il faut qu'il y ait une cohérence de marque, qu'il y ait une cohérence de message vers l'utilisateur final.
Nous avons fait un partenariat avec le BHV pour le Nouvel An chinois. Donc cette année, et c'est aussi important effectivement d'avoir des partenariats entre guillemets intelligents avec des partenaires clés pour pouvoir améliorer la visibilité auprès des clients chinois. Et nous avons fait en fait une campagne globale qui réunissait donc une partie digitale et une partie donc après des retailtainment sur place au magasin du BHV. Pour la partie donc digitale, nous avons fait vraiment une campagne autour du make-up. Il y avait tout un fil conducteur sur l'opéra de Pékin. Donc il y a un maquilleur Guerlain, un make-up artiste Guerlain qui a vraiment retwisté un style moderne des styles de maquillage de l'opéra de Pékin. Et ça a généré plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux, donc WeChat, Weibo, bien sûr toujours des réseaux sociaux chinois. Et après, sur place, on avait eu un partenariat très fort avec WeChat Pay. Donc, il y avait un miroir connecté où on pouvait tester des produits Guerlain donc sur les miroirs connectés. Et après, on pouvait faire la liste, la télécharger sur WeChat. Tout était effectivement dans l'écosystème WeChat. Et après, on pouvait aller au compteur Guerlain où il y avait une offre, bien sûr, dédiée pour la période du Nouvel An chinois. Et donc, c'était vraiment une expérience complète et globale. Après, effectivement, comme tout à l'heure, on parlait des reconnaissances faciales, on voulait mettre en place la reconnaissance faciale pour les paiements avec WeChat Pay, ce qui est possible déjà en Chine. Mais en France, au niveau de la loi, ce n'est pas encore possible. Donc, en Europe, ce n'est pas encore possible d'utiliser de la reconnaissance faciale, au moins pour les paiements, donc au niveau des banques. Alors, quand on est une agence de voyage de luxe en ligne, comment on gère la personnalisation du client ? Toujours est-il sur les informations du client, évidemment, et son profil. Nous avons des différentes informations et les data sur nos produits. Et à travers un algorithme, on connecte les différentes informations sur les clients. Ça permet, en fait, à travers l'algorithme qui permet de faire la présélection, donne d'abord un résultat sur quelque chose que le client pourrait davantage apprécier parce que c'est un client familial, parce que c'est un client en couple, quelqu'un qui cherche plutôt un voyage en mer, plutôt l'aventure. Et à travers cela, déjà, on fait une présélection et personnalisation du client, personnalisation du service, pardon. Et ensuite, c'est tout un travail qui est justement en amont à 360 degrés. Non seulement on commence au moment de réservation, cet moment de voyage avec le client, mais avant qu'il démarre, le client est fondant et après on reste très proche de nos clients pour pouvoir satisfaire. Typiquement, nous avons un système qui permet de leur prévenir demain il va pleuvoir à votre destination, prévoyez un parapluie, ou vous voyagez avec les enfants, est-ce que vous avez besoin de chaises hautes ou autres. Donc ça permet vraiment de personnaliser chaque client à travers notre système. Et alors, surtout en conversion. Alors, est-ce que vous avez des exemples, sans dévoiler forcément des secrets, mais on a vu que c'était une campagne plutôt vis-à-vis des prospects, donc après, il faut les faire devenir clients. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme retour d'expérience sur les taux de conversion par rapport aux opérations que toutes les deux vous avez pu mener ? On a bien sûr eu une hausse de chiffre d'affaires versus l'année dernière où il y avait déjà des offres pour le Nouvel An chinois. Donc, ce n'était pas la première fois qu'on faisait des offres pour cette période-là. Et aussi, en termes qualitatifs, on a eu vraiment des retours très positifs. Il y a eu beaucoup de retours aussi au niveau de la presse sur cette action qu'on a menée ensemble. Et après, comment on fait pour avoir vraiment un bon retour ? Il y a effectivement l'engagement effectivement vient d'abord de la partie digitale. Donc tout en amont, donc 2 semaines avant, peut-être même 4 semaines avant le Nouvel An chinois, il y a eu vraiment tous les teasings sur les réseaux sociaux chinois, donc Weibo, WeChat. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait pour cette animation-là en 2019, mais il y a aussi d'autres plateformes digitales chinoises qui sont en forte croissance, comme Douyin. Ici en Europe, ça s'appelle plutôt TikTok, mais c'est pas exactement le même réseau social. Il y a aussi Little Red Book, qui est une plateforme de recommandation de produits en Europe ou à l'extérieur de la Chine. Donc c'est une plateforme que les Chinois regardent beaucoup avant de voyager. Et donc, ça peut être un vrai levier de promotion de nos offres, de nos campagnes, de nos produits. Et après, il y a aussi la mise en avant du fait qu'il y a certains produits qui sont disponibles en France ou en Angleterre ou en Europe, mais pas encore en Chine. Parce qu'effectivement, il y a quand même des délais
un peu plus important pour faire sortir des produits en Chine à cause de l'enregistrement aux douanes. Donc, dans l'industrie cosmétique, c'est très connu. Et après, donc, il y a la partie donc, de formation pour notre force de vente. Ça veut dire que pour avoir des bons résultats, ce qu'on a fait, c'est aussi de mettre en place des formations, non seulement pour cet événement-là, mais en général, mettre des formations en place pour que la force de vente comprenne mieux ces clients-là. Donc, non seulement les clients chinois, on le fait en général pour d'autres clientèles comme le Moyen-Orient, les Russes, les Brésiliens. Mais on le fait en fait davantage pour la clientèle chinoise parce qu'elle est vraiment, entre guillemets, méconnue par la force de vente qui n'est pas asiatique. Et ils ont des attentes qui sont vraiment différentes. Donc, il y a vraiment un gros outil de formation, non seulement en France, mais qui est déployé de partout dans le monde pour mieux former toutes nos vendeuses à cette clientèle-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité d'arriver à utiliser le parcours d'acquisition du client qui est en Chine quand il vient jusqu'au BHV? Est-ce que vous arrivez à les identifier? À travers le digital, on peut. C'est pas tout le temps qu'on arrive à traquer parce qu'en fait, normalement, ce qu'on fait pour traquer les offres, c'est qu'en fait, il y a une offre, il y a un coupon des fois qui est téléchargeable sur certaines plateformes qui ont regardé en amont en Chine. Et en fait, pour qu'on puisse les traquer, ils montrent le coupon qu'on peut scanner avec les QR codes, avec un code barre en boutique pour qu'ils puissent avoir accès à l'offre, donc au gift. Des fois, on fait aussi des jeux concours sur WeChat ou sur Weibo. Et donc, pour augmenter aussi nos followers sur nos propres réseaux. Et aussi pour pouvoir mieux traquer les retours sur investissement des actions qui sont menées. Et sur Prestigious, alors comment on fait pour traquer le parcours d'acquisition de clients? Parcours d'acquisition client, c'est souvent à travers notre site internet et en ligne. Nous avons notre stratégie de acquisition clientèle qui est 50% en ligne, 50% sur les différents networking et les collaborations que nous faisons. Il est vrai que le marché de voyage est un peu particulier, surtout sur le niche. Donc, on est encore plus haut de gamme et le nombre de clientèle est très peu. Donc, les traquer, avoir suffisamment d'informations prend du temps. Pour le moment, on est toujours en constant challenge sur ce point-là. Et de l'aide de la technologie que nous avons nous permet de les identifier et catégoriser. Et l'année après année, nous avons les clientèles qui sont satisfaits, qui reviennent. Maintenant, en ce qui concerne l'information sur les clients, très souvent, en Asie, typiquement, nous avons notre bureau à Séoul et c'est personnalisé. À partir du moment où nous considérons qu'en fait notre stratégie vers l'Asie est plutôt de la connaissance de la culture vers l'Asie. Parce que c'est ce qui fait vraiment notre différence par rapport à les autres agences, c'est que nous connaissons la culture, nous connaissons comment il fonctionne, comment il réagit, et ça permet vraiment de transformer très rapidement notre offre et être tendance sur le moment et traquer les clients ensuite. Quand on sait que sur le marché des cosmétiques en Chine, il y a 65% des Chinois qui achètent en ligne, contrairement à 25% des Français, comment vous faites quand les Chinois arrivent en France, parce qu'ils sont habitués au digital, comment vous faites pour arriver à faire cette dimension-là? La dimension digitale, heureusement, n'a pas de frontières. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a toute une campagne. Normalement, avant une période forte de l'année où on sait qu'il y a, par exemple, là, avant l'été, on sait qu'il va y avoir un gros pic en France. Mais après, on ne travaille pas que sur le marché français. Il y a aussi le marché de Londres, il y a aussi les marchés asiatiques en général. Donc, par exemple, pour le Nouvel An chinois, on a travaillé bien sûr sur Paris, mais aussi on avait eu un gros focus sur le Japon, Hong Kong, la Corée et Taïwan, parce que c'est des destinations qui sont plus proches à l'Asie et qui donc vont être plus plébiscité pendant le Nouvel An chinois versus l'Europe. Et donc, il y a toute la campagne digitale en amont. Et après, sur place, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des push ou des WeChat Moments, qui sont des campagnes géolocalisées. Donc, en fait, le message, il est réitéré. Donc, en amont, avant, quand ils sont en train de préparer leur voyage, parce qu'il y a quand même énormément de Chinois qui font leur liste shopping et leur itinéraire avant de partir. Donc, si on n'est pas sur cette liste, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'y arriver juste en dernier moment avec une campagne géolocalisée. Et aussi, on cible aussi certaines plateformes. Donc, par exemple, en termes de bannières, on va être plus sur des bannières sur Ctrip, donc les géants du voyage chinois, plutôt qu'être sur des plateformes Beauté. Parce que nous, en fait, on cible des personnes, au moins sur cette partie-là, on cible des Chinois qui vont voyager
vers l'Europe ou vers d'autres destinations. Donc on cible les bonnes plateformes et on cible aussi les bonnes KOL, donc les bonnes influenceuses qui sont vraiment sur du travel, lifestyle, pour parler des expériences clients. Et on ne va pas mettre en avant qu'un produit, parce que les produits peuvent l'acheter n'importe où, mais nous on veut vraiment, pour avoir une meilleure expérience client, on veut vraiment les driver vers, par exemple, notre flagship sur les Champs-Élysées, où on peut avoir vraiment on a une large panoplie d'ateliers pour avoir une expérience client poussée. Donc il y a des clients aujourd'hui chinois qui s'intéressent de plus en plus à l'histoire, à des produits et des histoires authentiques, donc au Made in France en plus. Et du coup, en fait, on peut proposer des ateliers pour découvrir le parfum, pour expliquer les différents univers du parfum, les hespéridés, les floraux, etc. On peut vraiment proposer des expériences qui vont les faire rêver et qui donc peuvent améliorer aussi l'image qu'ils ont de la marque. Donc, et qui ne s'arrêtent pas simplement à un parfum, mais à toute une histoire derrière, et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et alors pour vos clients, est-ce que vous faites des partenariats avec les marques françaises? Oui, comment vous fonctionnez? Pas mal de partenariats, dont Ayoma, avec qui nous avons eu cette collaboration pendant un an. Peut-être préciser, Ayoma, je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc Ayoma, c'est de la personnalisation de produits cosmétiques en fonction d'un diagnostic et qui se fait automatiquement. Tout à fait. Et grâce à cette marque, nous avons pu faire découvrir à nos clients qui venaient en Europe différents produits cosmétiques qui existent en France et surtout en innovation. Donc parfois c'est les marques qui vous demandent ou c'est vous qui allez solliciter certaines marques vis-à-vis de vos clients? Nous restons encore un petit start-up qui ont 5 ans, donc ça demande encore à ce que nous démarchions, mais il y a d'autres marques qui sont aussi dans le même niveau que nous, qui nous sollicitent pour de différentes collaborations également. Alors comme on a vu, donc, les Chinois consomment beaucoup en dehors de la Chine. Donc, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à ceux qui sont là et qui pensent toujours évidemment aller chercher le consommateur chinois en Chine, mais on voit aussi, grâce à vous deux, que bien évidemment, on peut aussi leur vendre des produits quand ils sont en déplacement, et notamment en France. Alors, comme je disais avant, l'étape numéro 1, c'est d'essayer de faire l'effort de comprendre ces clients-là et de comprendre ses attentes, anticiper ses attentes à magasin et aussi online. Donc, c'est ça, en fait, vraiment la base. C'est difficile parce que c'est pas une clientèle, quand on la connaît pas, c'est pas une clientèle qui est très facile à comprendre. Donc, mais quand on veut quelque chose, il faut aussi un effort entre guillemets du côté des marques pour bien comprendre cette marque. Et aussi, je voudrais donner un conseil, c'est de pas les sous-estimer. Parce que c'est en fait, j'ai vécu longtemps en Chine et en fait, s'il y a un principe que j'ai pu apprendre aussi de cette culture-là, c'est la culture du donner. En fait, il faut apprendre aussi, entre guillemets, à être généreux avec cette culture-là pour qu'après ça revienne. Selon moi, il ne faut pas juste viser des opérations one shot, mais vraiment construire une relation avec cette clientèle-là à long terme. Donc, essayer vraiment de comprendre cette clientèle-là, de s'entourer des personnes qui comprennent bien cette culture et donc de vous faire accompagner par des experts pour ne pas faire des erreurs, parce que surtout en digital, aujourd'hui, des erreurs avec ces marchés-là, ça se paye très cher. C'est la même chose, mais avant tout, marketing et innovation. Marketing parce que vous aurez vraiment besoin de comprendre la culture de chaque pays, parce que on dit l'Asie et c'est très vaste, mais la Chine est différente, la Corée est différente, le Japon est différent, et chaque pays a sa tendance de consommation. Donc naturellement, mieux comprendre le client, c'est vraiment la base. Ensuite, l'innovation, parce que l'Asie, nous avons fait notre économie sur la base des révolutions industrielles et digitales, et naturellement, tout le monde est connecté. Et à partir du moment où vous êtes dans le buzz, dans la tendance, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous introduire dans la culture. Et après, sans oublier le respect, parce que chez nous, c'est quelque chose qui est très important. Et peut-être, je ne sais pas si c'est un peu moins en France ou ailleurs, mais c'est vraiment quelque chose, une clé pour rentrer, avoir une porte ouverte en Asie. Merci. Et juste dernière question avant de vous donner la parole. Comment vous faites, parce que vous êtes tous les deux sur des marchés où on a vu la notoriété et l'image sont extrêmement importantes. On a vu qu'il y a eu des événements en France, que ce soit les attentats, que ce soit les gilets jaunes. Comment vous gérez ça, vous? Parce que c'est ce que ça impacte évidemment sur le client. Comment vous gérez ça alors? Parce que je pense que l'information va jusque là-bas, malheureusement. Oui.
C'est une question compliquée. En fait, malheureusement, on maîtrise pas certains événements. Les attentats, malheureusement, si on pouvait les empêcher, si Guerlain pouvait empêcher les attentats, il en serait ravi, comme nous tous. Comment on gère ça? Les problèmes, c'est qu'après, quand il y a des problèmes, il faut faire avec, et donc il faut être innovant aussi dans la stratégie pour mieux améliorer le business. Ce qu'on peut faire, c'est aussi dans tous les attentats, tout ce qui s'est passé, effectivement, 2016 c'était une année compliquée, 17-18 c'était mieux, 19 avec les gilets jaunes, effectivement, comme je disais tout à l'heure, les attentats c'était un risque. Les gilets jaunes, c'était une certitude. Ils savaient que samedi, il y avait des manifestations. Donc, pour les touristes chinois, ça, c'était vraiment un problème. On a pu explorer trois pistes principales. Un, c'était la réassurance à travers nos comptes. Par exemple, on a créé un WeChat account International Traveler où on peut mettre des informations. Et en fait, ils peuvent aussi nous écrire. Donc, on a des personnes derrière, donc sinophones, qui répondent aux clients si jamais ils ont des questions sur ça. Donc, d'abord, c'était l'information. Le deuxième point, c'était aussi de capitaliser sur la diaspora chinoise, parce qu'il ne faut pas la négliger non plus, parce qu'il y a énormément de Chinois qui vivent ici et donc qui connaissent beaucoup mieux. Ils ne sont pas ici que pour un week-end et un samedi sur les Champs-Élysées, mais ils peuvent venir aussi pendant la semaine. Et ils sont aussi prescripteurs, parce que c'est beaucoup d'étudiants, des personnes qui habitent ici, donc ils sont aussi, entre guillemets, des prescripteurs pour les Chinois qui habitent, pour leurs familles, leurs amis qui habitent en Chine. Et un troisième lieu, c'est aussi le fait de voir aussi, en termes de marque, aussi de regarder d'autres marchés. Donc, de pousser, par exemple, des offres, etc., plutôt vers Londres, Milan et Espagne, parce qu'on sait que ça va être les destinations qui vont être, qui vont, entre guillemets, remplacer les personnes qui ne viennent pas à Paris. Et après, il n'y a pas que les destinations clés comme Londres, Milan, etc. Mais par exemple, les chiffres de Global Blue voient une hausse très importante de la détaxe en Turquie et en Grèce, et ça c'est grâce aux consommateurs chinois. En Turquie c'était à cause du taux de change, du coup il faut bien être au courant de ce qui se passe aussi en termes international, parce que un changement de taux de change dans un pays comme la Turquie, ça a créé effectivement un impact très important dans les dépenses de luxe faites par les consommateurs chinois. Donc il faut toujours, le monde heureusement est grand, et donc du coup effectivement de bien chercher d'autres solutions. Si pour l'instant à Paris c'est un problème, on essaie aussi d'autres marchés. Pour nous, c'était un peu la même chose. La seule chose, c'est que nous avons en effet 24 destinations dans le monde, donc on peut suggérer autre chose. Pour ceux qui étaient déjà sur place, typiquement au moment de l'attentat ou même le gilet jaune, on leur suggère d'autres activités, en dehors de Paris par exemple. Donc il faut être très créatif, innovant encore une fois, et trouver une solution très rapide. Étant une petite structure, ça nous permet de le faire plus rapidement, plus d'une façon familiarisée avec les clients. Voilà. Merci à vous trois. Avez-vous des questions? Profitez-en. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà activé fait des activations en Chine? N'hésitez pas à partager vos témoignages, vos retours d'expérience avec nos intervenants. Bon, personne. Donc vous allez bientôt aller en Chine alors maintenant? Ou alors en tout cas s'occuper de la clientèle chinoise qui vient en France? Sinon, vous voyez, après, il n'y avait pas les chiffres en brut, mais c'est quand même plusieurs milliards d'euros. Donc, vous voyez les 50% de ces 50 milliards? Bon. Voilà. Oui. J'ai une petite question pour vous. Vous disiez, en réaction aux Gilets jaunes et aux attentats, de capitaliser sur la diaspora chinoise. Concrètement, ça passe par quel type d'action de capitaliser sur la diaspora chinoise? Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, donc il y a beaucoup de startups et il y a vraiment énormément de startups qui travaillent sur la clientèle chinoise aujourd'hui. Donc la plupart fondées du coup par des franco-chinois ou clairement des Chinois qui se sont installés en France. Et en fait, on travaille avec ces plateformes pour pouvoir proposer des ateliers. Donc c'est des ateliers découvertes. D'ailleurs, on en a fait un en janvier et on va faire un autre en juillet.
c'est peut-être des ateliers parfums, des ateliers maquillage, des ateliers soins. Donc on peut vraiment mieux faire découvrir la marque et aller plus loin que simplement le produit. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de cette plateforme-là. Sur Paris, effectivement, pour l'instant, vu que je suis basée à Paris, c'est plus simple d'avoir des activités comme ça sur la diaspora à Paris. Mais je suis sûre que dans d'autres capitales, il y a aussi l'équivalent de ces types de start-up, de ces types d'entreprises qui travaillent sur ça. Donc c'est pour ça que je disais de ne pas hésiter à s'entourer des bons interlocuteurs pour pouvoir... parce que tout seul, c'est des fois compliqué. Et ce qui est très important, très très important quand on travaille avec la Chine, c'est d'avoir un très bon réseau. Parce que je pense que peut-être tu seras d'accord avec moi, mais c'est une clientèle où le réseau est très important et les bouches à oreille, c'est extrêmement important. Vous avez plusieurs centaines de milliers de Chinois en France et de Franco-Chinois, et vous avez d'autres marques de cosmétiques qui aujourd'hui ont créé des marketplaces dédiés à la diaspora chinoise en France, avec des prix concurrentiels. C'est-à-dire que pour eux, c'est moins cher que s'ils allaient au BHV, aux Galeries Lafayette, etc. C'est des offres, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la bonne offre, au bon moment, au bon endroit. Et une autre opportunité, c'est effectivement de travailler avec des agences de voyage spécialisées dans cette clientèle-là, parce que effectivement, s'il y a ces problèmes de gilets jaunes, ils leur font plus confiance parce qu'ils savent que derrière, il y a des personnes qui vont les prévenir et vont bien les envoyer au bon endroit si jamais il y a des problèmes. Et même chose pour les guides. Après, il ne faut pas travailler avec n'importe quel guide. C'est des guides vraiment, même comme disait en Asie, il y a énormément de population, donc les Coréens, c'est différent des Chinois, mais même à l'intérieur de la Chine, il y a différents cibles. Effectivement, nous, on cible surtout ce qu'on appelle les full independent travelers. Donc, c'est pas les gros cars, pour faire très simple, c'est pas les gros cars qui arrivent aux Galeries Lafayette. Parce qu'une petite boutique pourrait pas assumer, en fait, le flux d'un coup de ce type de clientèle-là. Donc, pour les full independent travelers, il y a des guides qui sont spécialisés vraiment dans ça. Et donc, on peut travailler avec les guides parce qu'ils font beaucoup plus confiance à aller sur les Champs-Élysées, même si c'est pas un samedi, avec un guide, plutôt qu'aller, parce qu'ils connaissent pas vraiment à part les Champs-Élysées où il peut y avoir des manifestations, donc ils vont avoir peur. Et si on a des relations, des contacts avec les guides, du coup, ça facilite le parcours client parce on va les mettre plus en confiance versus s'ils étaient complètement seuls. Bon, vous allez avoir l'opportunité de continuer les échanges avec nos intervenants. Merci à vous trois. Merci beaucoup. J'appelle sans plus tarder la dernière session. Aurélien Duplan, e-commerce et CRM manager chez Kills, ainsi que Thibaut Savary, VP of Sales chez Adot. Merci à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, DOT, c'est une société technologique cross-device qui utilise des données online et offline afin de servir deux principaux objectifs. Le premier, ça va être d'améliorer le ciblage sur des campagnes publicitaires digitales. Et le second, ça va être de générer des insights consommateurs en médias et en hors médias. Je voulais remercier Aurélien d'être avec nous ce soir et d'avoir accepté l'invitation. Peut-être en préambule, si tu veux bien, nous présenter un petit peu ton scope d'activité aujourd'hui chez Kills. Bonjour à tous, du coup je suis Aurélien, le e-commerce CRM manager de la marque Kills. C'est une marque de cosmétiques américaine fondée en 1851 à New York. Nous avons à peu près 500 boutiques dans le monde. Et contrairement à ce qui a été dit précédemment, elle fait partie de la division luxe de L'Oréal. Voilà, pour trois raisons. Son réseau de distribution en propre avec des magasins, son positionnement prix et les services en magasin. En France, nous avons à peu près une douzaine de boutiques. Donc voilà. C'est intéressant parce que justement le sujet du phygital et de l'omnicanalité, est-ce que justement à ce regard-là et de votre posture qui est assez particulière chez L'Oréal avec un réseau de distribution, tu pourrais nous présenter un petit peu les gros enjeux que vous avez en 2019 ?
Alors les 3 objectifs pour la marque Kills en 2019. Premier enjeu, c'est accroître la notoriété de la marque, parce qu'en effet, elle est très connue aux États-Unis par ses nombreux points de vente. Mais en France, c'est un peu plus difficile. Donc, enjeu notoriété. Deuxième enjeu, c'est développer le chiffre d'affaires de la e-boutique, qui est le principal vecteur de croissance de la marque, avec, du coup, en ciblant les bonnes populations. Parce qu'en fait, contrairement aux autres marques du groupe, nous n'avons pas d'égérie, pas de gros budget média. Donc, l'idée, c'est d'avoir un budget brand perf et de faire un bon ciblage pour développer le chiffre. Et enfin, troisième objectif, c'est l'omnicanalité, en activant des dispositifs d'acquisition média omnicanal ou CRM. Et en fait, c'est aussi la particularité de la marque, c'est que ça a toujours été le laboratoire un peu du groupe L'Oréal pour tester des nouveaux dispositifs, parce que historiquement, quand même, le groupe L'Oréal, c'est du B2B. Et donc, la marque Kills permet justement d'aller plus loin dans l'omnicanalité. Tu parlais de sujet d'adresser justement les bonnes populations, vu que vous n'avez pas de logique de mass média versus les autres marques du groupe. Comment concrètement aujourd'hui vous réussissez à identifier ces bonnes populations et à les adresser efficacement dans un média digital? Alors du coup, avec Adot, je reprends le contexte. En 2018, nous avons fait 2 ventes avec VP, qui est du coup le nouveau nom de vente privée pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, avec Adot, dans le prolongement de ces ventes, nous avons pu du coup recibler cette population affinitaire, à la fois les visiteurs du corner Kills sur VP, mais aussi les visiteurs des autres corners de la catégorie beauté, et enfin activer des audiences lookalike, ce qui nous a permis en fait d'avoir une masse critique pour activer la campagne média, tout en ayant des profils du même type que ces segments affinitaires. Quel objectif sur ces campagnes-là, une fois que vous avez réussi à identifier les bons segments? Du coup, nous avons eu 3 objectifs. Le premier, c'est tout d'abord de générer du trafic qualifié sur notre site e-commerce. Deuxième enjeu, nous avions une volonté d'avoir une stratégie cross-device. Donc en fait, il faut savoir qu'Adot possède la donnée 100%, il possède la donnée exclusive de vente privée, donc à savoir des utilisateurs 100% logués. Donc c'est vraiment une volonté d'activer, de suivre le prospect, le client sur tous les devices. Et enfin, troisième point, j'ai un trou de mémoire, c'était, gros bug, cross-device, c'est frais. Troisième point, je sais plus. L'exposition, en effet, de maîtriser le capping, puisque du coup, par la donnée VP d'Adot, on peut maîtriser le capping sur tous les dispositifs médias. Alors effectivement, comme l'a évoqué Aurélien, on utilise plusieurs données. Dans le cas qu'il évoque, on utilise uniquement la donnée du groupe VP. On utilise également la donnée de navigation média via des logiques de sémantique. Et enfin, on a développé une technologie propriétaire qui nous permet de récolter la géolocalisation dans des smartphones après consentement du mobinote, afin de recréer des parcours de consommateurs en fonction des points d'intérêt qui peuvent être fréquentés dans la vie réelle. Comment, au-delà de la simple activation média, vous avez pu utiliser ces 4 sources de données? Alors du coup, après les campagnes, grâce à Adot, en fait, ils ont une équipe d'analytics qui peuvent faire dresser le portrait robot de nos audiences. Donc on a pu tirer pas mal d'insights, des insights de socio-démos, des centres d'intérêt de notre cible ou encore des marques concurrentes pour à chaque fois en fait enrichir le dispositif pour les prochaines campagnes. On revient sur le sujet de l'omnicanalité. Ici, dans ce cas-là, on était dans une activation qui était uniquement, effectivement, comme l'a dit Aurélien, axée vers le e-commerce. Quel next step on peut envisager pour répondre justement à cet enjeu de boutique à la fois online et offline? Les next steps, ça va être déjà en effet à chaque fois on tire profit des recommandations stratégiques d'Adot. Deuxième point, c'est on multiplie en fait les sources de data, puisque maintenant on pose un pixel sur notre site et en fait Adot va faire du scoring de nos visiteurs pour du coup acquérir de nouvelles populations pour les prochaines campagnes. Et enfin, troisième point, c'est vraiment d'aller sur le offline.
avec du coup, en fait, il faut savoir qu'Adot possède 5 millions d'opt-in géolocalisés. Et c'est en amont collecter cette data pour, et par exemple, on peut cibler les visiteurs de nos boutiques ou des visiteurs de boutiques de marques concurrentes. Donc c'est vraiment capitaliser là-dessus et aller plus loin sur l'offline. On évoquait le sujet que les frontières entre off et on sont de plus en plus poreuses. Le fait que vous ayez justement deux réseaux de distribution entre guillemets qui sont propriétaires, comment ça va se ressentir aujourd'hui dans vos objectifs de communication ? Du coup, là, on l'a fait en utilisant la data on et off. Après, c'est toujours aller plus loin sur ce segment, et notamment avec Adot, on peut du coup faire une stratégie pour rediriger du trafic à la fois en boutique et sur notre site e-commerce, et à chaque fois adresser le client et prospect avec des campagnes personnalisées. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur l'omnicanalité ? Pour finir, en gros, c'est vraiment l'idée, c'est de casser un peu les silos de toutes parts, on et off. Donc à la fois même de notre côté marque, de ne plus raisonner avec budget e-com égale activation e-commerce pure, parce que du coup, en effet, il faut comprendre qu'il faut mettre en pratique cette stratégie d'omnicanalité et réfléchir à des budgets omnicanaux, mais aussi voilà, tirer parti de la data on et off en amont pour optimiser les campagnes médias, et après toujours aller plus loin dans cette optique à chaque fois de générer du trafic en boutique et sur le site e-commerce. Merci. Merci. Merci à vous deux. Est-ce que vous avez des questions posées ? Oui. Bonjour, merci. C'est pas particulièrement sur la facette e-commerce, donc je ne sais pas si vous pourrez me répondre. Au niveau de Kills, on regardait avec ma fille récemment que sur Yuka, des marques comme Clinique, j'imagine on n'a pas regardé Kills, mais c'est assez sévère. Est-ce que c'est un risque pour une marque comme Kills, comme pour Clinique, comme d'autres marques cosmétiques, où on a affaire quand même à une population de plus en plus sensible au développement durable, en tout cas on nous en parle. Est-ce que ça se traduit dans leur acte d'achat et dans leur appropriation ou non de vos marques? Est-ce que c'est un danger en fait? Question un petit peu tricky. Oui, bon après on est entre nous. Alors moi je suis responsable e-commerce, il y a dans la salle les responsables communication, mais je vais pas... J'aurais pu la poser à Guerlain aussi qui est ici. Hein. D'accord. Non mais vous l'avez tellement bien traité. Vous l'avez tellement bien traité que celle-ci. Merci. Non, mais juste pour le mindset en effet des consommateurs est en train de changer. Après, c'est pris au niveau groupe. Nous, on s'adapte aussi en boutique parce qu'on est conscient que certains produits sont pas Yuka friendly, pas tous. Certains le sont. Les nouveaux produits le sont. Donc, on s'adapte, on pousse aux clients. Tout dépend de ce qu'ils cherchent. On a toujours été la marque a toujours été la combinaison entre la science et la nature, donc après on s'adapte à ce qu'ils désirent et on va pousser en fonction les produits qui le souhaitent. Alors on a encore une dernière question. Merci pour la présentation. Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres sur le plus en pourcentage ou en points grâce à l'opération menée, je crois qu'il y a eu 2 opérations menées avec VP, que ce soit en taux de conversion sur le site et en taux de conversion dans les boutiques? Alors, je ne dois pas communiquer sur les chiffres. Thibaut peut-être a plus d'insight sur les performances pures. On a eu un upsell de trafic avec les campagnes. Ça a généré du trafic qualifié sur notre site. Après, là, on est en train d'analyser avec le CRM justement sur la lifetime value de ces clients, des clients qui ont acheté grâce à cette campagne. Mais en magasin, par contre, c'est pour les prochaines activations. Donc on va prochainement faire une opération avec VP et il y aura juste après une activation en offline avec Adot. Mais le offline, on ne l'a pas encore fait. Je ne peux pas communiquer. Après, on pourra communiquer. On pourra partager ensemble ça. Ouais, parce que tout dépend après du ciblage. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Donc c'est souvent, si je vous communique en chiffres, ça peut être, voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions avec des réponses officielles qui peuvent se faire? Sinon, on va passer aux questions officieuses autour du cocktail. Pas de questions? Non? Bon, merci beaucoup en tout cas de votre intervention.